Hey, bon vendredi matin, on est sur radiopirate.com et tel qu'on vous l'a dit un peu plus tôt, on a avec nous autres le chef du Parti conservateur du Québec qui fait une tournée depuis la fin du printemps, donc tout l'été, fait le tour du Québec pour savoir est-ce que les Québécois veulent pour le Parti conservateur, parce qu'on sait qu'on a plusieurs partis politiques au Québec, mais plusieurs se ressemblent. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire facilement, comment le Parti conservateur du Québec peut être différent des autres. En écoutant les Québécois, souvent, on a de bonnes idées. On a Adrien Pouliot qui est avec nous en studio, qui est le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, bon matin. Salut Jeff. Ça va bien? Oui, très bien. Gros été? Bel été, gros été. On s'est promené pas mal partout, là. Il reste encore une couple de places qu'on va voir, mais on est allé dans la région du Lac-Saint-Jean. On est allé beaucoup dans le centre du Québec. On va à Gatineau la semaine prochaine, Victoriaville, partout, là. Vraiment, et un bel accueil, je dirais, oui. Et est-ce que les gens parlent de politique? Parce que souvent, je sais que les gens en parlent, mais ils parlent de la politique, de ce qu'ils entendent dans les médias. Est-ce que les gens sont réceptifs à un nouveau parti qui peut être très différent de ce qu'on offre actuellement, ou les gens sont polis, ils en parlent en surface, ou vraiment tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a des gens de plus en plus qui veulent du vrai changement au Québec? Je te dirais que ça dépend des endroits. Dès qu'on sort de Montréal, évidemment, Montréal a toujours une situation un petit peu particulière. Tu sais, les gens de Montréal trouvent qu'il y a quelque chose de mystérieux à Québec, mais en fait, je pense que c'est plutôt... C'est l'inverse. Moi aussi, l'inverse. Je dirais que dès qu'on sort de Montréal, c'est le gros bon sens qui reprend le dessus. Et les gens, d'abord, sont cyniques. Ils sont cyniques, sont désabusés, sont tannés d'entendre des promesses qui sont jamais respectées. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu serais différent, Adrien? Alors, il faut leur dire que... moi, ce que je leur dis, on est une équipe, d'abord. Puis ça, on est une équipe qui est pas là vraiment, en tout cas, surtout pour moi, je suis pas là pour m'enrichir, là. C'est pas comme si j'avais besoin du salaire, là. Puis je m'en vais pas là pour me trouver une pension, là, tu sais, avec les députés après 6 ans, là. On y va pourquoi à ce moment-là, de bord? Bon, on y va parce que 2 raisons, je dirais. On est passionné du Québec, on aime le Québec, puis on a de la peine. Vraiment, là, ça nous brise le cœur de voir où est-ce qu'on s'en va, tu sais, deuxièmement, bon, moi, j'ai la chance, comme je disais tantôt, d'être indépendant de fortune, puis d'avoir 56 ans, puis d'être prêt, là, tu sais. Ça fait assez longtemps que je suis sur le bord de la glace, là. Il est temps que je saute. Puis ça fait longtemps que je me prépare à ça, pas vraiment volontairement, mais j'ai toujours adoré les politiques publiques. J'ai été cofondateur de l'Institut économique de Montréal. J'ai été là pendant 12 ans. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. Mais à un certain point, bon, tu sais, il est temps de laisser la place à d'autres. Puis quand j'ai lâché l'Institut, là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? J'allais rencontrer François Legault. À ce moment-là, il parlait de partir la CAQ, tu sais, avant que ça soit un parti. Oui. Puis après, on va passer 3-4 ans avec lui. Je suis sorti de là en me disant, c'est un autre gauchiste, là. Tu sais, c'est un autre progressiste. 3-4 ans ou 3-4 heures? On a pas 3-4 heures. OK. Ouais, 3-4 heures ensemble. Puis c'était une belle conversation, belle fun, mais j'ai dit, François, t'es un gars de gauche, finalement. Tout ce que tu veux, toi, c'est toujours un gros État, mais toi, tu penses que t'es capable de mieux le gérer que les autres, mais moi, je pense c'est du pareil au même. C'est du pareil, c'est trop gros. Trop gros. Il y a personne qui est capable de gérer ça gros de même, là. Tu sais, puis c'est pas vrai que tu peux mieux gérer ça que Mme Marois ou M. Charest, là. Moi, je dis, ça prend quelque chose d'un État plus petit. Tu sais, je te parle pas de faire disparaître l'État, mais... Alors donc, je me suis dit, bon, ça marche pas avec M. Legault. Mais comment ça qu'un gars comme Monsieur Sirois au début était là-dedans? Il me semble que j'ai pas compris l'implication de Monsieur Sirois là-dedans. Qu'est-ce qu'il recherchait, lui? Mais Jeff, c'est pas parce que t'es un homme d'affaires que t'es à droite. Ouais. Il y a bien des gens que je connais, des gens d'affaires qui bénéficient de l'État, qui ont toutes sortes de monopoles. Tu sais, moi-même, personnellement, je l'ai été quand j'étais en câble distribution. Écoute, j'étais mort de rire, là, j'avais un monopole, puis pouvais augmenter les tarifs de 15%, puis qu'est-ce que tu fais quelqu'un en face, tu sais, je te parle des années 80. Mm-hmm. Alors, c'est surprenant de voir qu'il y a le gros bon sens, c'est ça qui est important. Les gens d'affaires sont, eux, ils pensent toujours à leur business, puis qu'est-ce que je peux faire pour aller... malheureusement, il y en a plusieurs qui pensent à toujours aller téter les mamelles de l'État encore plus, regarde les subventions, Jeff, on a quoi? On est les champions, toute catégorie du BS corporatif. 6-7 milliards par année. Ouais, tu sais. Alors donc, c'est pas nécessairement les hommes d'affaires qui sont les meilleurs gens pour réfléchir à ce qui serait bon pour le Québec. Après donc avoir parlé à M. Legault, je suis retourné sur les lignes de côté. Là, je suis allé ensuite de ça à l'ADQ. Oui. Puis là, ben,
ça a été bien plaisant jusqu'à temps que la catastrophe arrive, puis que là, il y a la fusion avec, justement, M. Legault et son parti. Mais c'est un parti qui cherchait aussi, là. C'est un parti, la DQ, faut pas oublier, qui est arrivé à droite un peu par accident. Ouais. Puis on l'a senti que finalement, il était pas à l'aise avec cette étiquette-là. Il l'était pas vraiment. Puis à partir de Mario, tu sais, je sais qu'aujourd'hui l'étiquette le suit toujours, puis ça fait bien pour sa carrière médiatique. Il a l'air de celui qui représente l'autre côté, mais je suis pas certain. Pour moi, j'ai eu des doutes longtemps, puis j'ai toujours dit que mes doutes étaient pas si mauvais que ça. Là, j'ai l'impression que c'est un parti qui était beaucoup plus proche des deux autres partis qu'on pouvait le penser, ou que les médias pouvaient faire à croire que, les médias nous faisaient à croire que c'était le gros parti de droite puis qui était peurant, mais dans le fond, c'était pas très loin des libéraux et des péquistes. Ben, ça a commencé avec le rapport à l'air, puis ça a commencé, la genèse de l'ADQ, c'est une raison plus, c'est la question nationale. Oui. Hein, toute la question de Meach et puis de Charlottetown, puis tout ça. Et j'ai l'impression, moi j'étais pas là à ce moment-là, j'ai l'impression que M. Dumont s'est dit, OK, où est-ce que je me situe, à gauche et à droite? Il y a personne à droite, donc je m'en vais là. Mais je suis un peu d'accord, Jeff, qu'il n'y avait pas une boussole idéologique très claire à l'ADQ, alors que chez nous, au Parti conservateur du Québec, la boussole est là et est très claire. T'sais, on est un parti de droite économique, puis c'est vers là qu'on s'en va. Alors qu'à l'ADQ, quand je suis arrivé à la commission politique, par exemple, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Jean Allaire, justement, et il voulait proposer qu'on bâtisse un train à grande vitesse entre Montréal et New York, qui a coûté des milliards et des milliards, et même il voulait que nous, on paye, que le Québec paye comme les 3/4 de la construction, là. Et je sais, est-ce que je suis au bon parti, là? Oui. C'est quoi cette affaire-là? Je suis à la bonne place, moi? Alors donc, il y avait pas vraiment une boussole idéologique très claire. J'étais sur la commission politique. On a proposé, Claude Garcia et moi, beaucoup de résolutions qui étaient vraiment des résolutions pour introduire la concurrence dans les services publics, diminuer la taille de l'État, augmenter les droits et libertés des gens, des travailleurs syndiqués, etc. Bon, la plupart ont passé, mais il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas passé. Oui. Je me souviens d'être allé à Trois-Rivières à ce moment-là. J'étais allé assister à cette réunion de l'ADQ où les propositions étaient faites. Et il y avait le clan très clair autour de M. Allaire qui s'opposait à pas mal tout ce qui était présenté de la droite, là. Ouais, il y a ça, là. Ça avait été un peu décevant. En tout cas, tout ça pour dire que quand la fusion a eu lieu avec la CAQ chez les côtés, et là, il y a 2 ex-députés de l'ADQ, Monique Roy-Verville et Albert Demartin, qui sont venus me chercher puis m'ont dit, Adrien, viens faire un tour, viens voir ce qui se passe au Parti conservateur du Québec. Il y a quelque chose qui se passe là. Et je suis allé et je me suis senti à l'aise avec ces gens-là. Il y avait vraiment un bon terreau là. Et donc, j'ai embarqué dans la course à la chefferie puis j'ai été élu. On y va avec quelques sujets, Adrien, oui. qui ont fait jaser. En tout cas, entre autres, pendant les vacances, j'ai suivi la position que tu avais qui est semblable à celle de Radio Pirate et même presque identique sur Hydro-Québec et tout le débat là, du 800 MHz. En fait, on peut y aller même à ceux qui ont déjà été accordés, tous les contrats qu'on a accordés, des contrats avec des partenaires privés qu'on doit rembourser malgré le fait qu'on est en surplus de production et que on n'a pas besoin de plus. Mais malgré ça, on a un programme socialiste pour créer des jobs dans le bas du fleuve et la Gaspésie, pour créer des jobs dans l'éolien. Et même si on n'a pas besoin de 800 mégawatts supplémentaires, on va faire un deal avec une compagnie pour payer d'abord les éoliennes qui sont 2 fois le prix qu'on paye ailleurs au Canada en construction. Par après, au niveau de la production d'électricité elle-même, c'est des prix quand même exorbitants sur les contrats. Si jamais même on était capable de les vendre à l'étranger, parce que du jour au lendemain, on aurait 3-4 clients de plus qui arrivent des États-Unis qui veulent en avoir, on le vendrait entre 1,2 cents le kilowatt et 4 cents le kilowatt en raison de la grande quantité de gaz naturel qu'ils ont aux États-Unis. Donc, c'est un no-win situation nulle part, mais malgré ça, le gouvernement va aller de l'avant et le plus odieux là-dedans, c'est qu'on va augmenter les tarifs d'Hydro-Québec de tout le monde pour des projets politiques qui vont faire plaisir à des Greens, à quelques personnes qui réussissent à avoir accès au pouvoir. Les Stephen Guilbeault sont peut-être une cinquantaine là, qui pataugent dans 50 organismes différents. On a l'impression qu'ils sont 25 000.
mais ils sont pas nombreux, mais ils ont quand même du pouvoir et bravo, ils sont en train de réussir. Oui, rappelons-nous que M. Guilbeault et Équiterre sont largement financés par la province de Québec. Je pense qu'ils ont à peu près 1,1 million de subventions en 2012, ce qui est une augmentation de quasiment 93% par rapport à 2011. Alors, c'est peut-être M. Guilbeault veut pas comment on dit, manger la main qui le nourrit, là, ou mordre la main. Mordre la main qui le nourrit. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la position de M. Guilbeault qui, d'une part, nous dit que, en fait, il y a 3-4 mois, il nous disait qu'il y avait 5 000 emplois dans l'éolien. Là, c'est rendu 50 000 emplois dans l'éolien. Là, c'est du délire complètement. Même Mme Ouellette parle de 5 000, Mme Marois parle de 3 000, puis l'industrie éolienne elle-même parle de 1 500. Alors, je pense que M. Guilbeault, là, il y a un conflit d'intérêts de toute évidence. Mais tu as raison, Jeff, le problème de l'éolien, c'est un problème politique. Moi, j'ai rien contre l'éolien en soi. L'éolien peut être très bon dans certains pays où l'électricité est très chère, où les gens ne vivent pas dans un paradis hydroélectrique comme nous, on vit au Québec. 98% de nos besoins électriques, c'est l'hydroélectricité au Québec. Donc, c'est de l'énergie verte, c'est de l'énergie propre. Et contrairement à d'autres pays qui t'es même pas capable d'avoir de l'autre bord de la rue parce que t'as de la boucane de charbon, t'as des usines de charbon qui font de l'électricité. Ici, c'est propre. Alors, pourquoi changer le verre hydroélectrique pour le verre éolien, surtout quand le verre éolien tourne dans le rouge, puis on perd de l'argent, on perd 700 millions par année. Évidemment, il y a un certain cynisme de la part de la population. Bon, on peut rien faire, c'est fait. C'est vrai qu'on peut rien faire avec les contrats qui ont été signés par les libéraux. Rappelons-nous que c'est surtout les libéraux, là, M. Charest qui a fait ça. Mais là, ce qui est capotant, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, c'est que Mme Marois elle en veut encore plus. Elle veut construire 25% de plus d'éoliennes, là. Ça, c'est complètement, je sais pas sur quel plan. Mais elle sait, là, ce qu'on vient de dire là comme introduction, elle sait tout ça, là. Il faut croire. En fait, c'est simplement, comme tu l'as dit, une façon d'aller acheter des votes dans la Gaspésie. Et moi, je pense que les Gaspésiens, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens créatifs, ce sont des gens qui sont capables de se débrouiller. Et je suis pas convaincu que tout le monde est d'accord à vivre sur le bien-être social comme ça là-bas, le bien-être social corporatif des éoliennes. Puis de toute façon, rappelons-nous que à peu près 40 à 50% des éoliennes au Québec appartiennent à c'est pas des petits propriétaires québécois là qui sont propriétaires des éoliennes. À peu près 40 à 50% des éoliennes qui appartiennent à Transénergie et des compagnies françaises d'électricité. Alors donc, c'est pas comme si ces compagnies-là ont besoin de ces programmes-là de subventions indirectes pour faire de l'argent. Là. C'est des grosses compagnies multinationales de pétrole. Transénergie, ça, c'est des compagnies sales quand ils veulent faire des pipelines ici, mais quand ils font des éoliennes, on les aime. Ils sont corrects, là. Correct. Ouais, c'est ça. Alors donc, on a parti une pétition à queduvent.com pour demander au PQ de reculer et aussi demander aux libéraux de réparer la gaffe qui ont un peu commencé, puis demander à la CAQ aussi de se prononcer. Et on va aller présenter la pétition à Mme Marois et à M. Legault et à M. Couillard pour leur demander de reculer, parce que si ça passe, ben ça veut dire que le consommateur moyen d'électricité, ça va coûter 500 pièces de plus sur la vie d'une éolienne. Tu vas me dire 500 pièces, Adrien, c'est pas la fin du monde. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont tout le temps en train de nous picosser dans les poches. C'est 500 pièces ici, c'est 1% de plus sur la taxe l'essence là, c'est la TVQ qui augmente, c'est la cotisation santé. Moi, je pense qu'on est rendu à un point de non-retour. Ben écoute, on est rendu que pour un couple moyen québécois qui les deux gagnent chacun 40 000, là, les deux ensemble, mettons, font 80 000, ils payent en tout et partout quand tu inclus l'impôt sur le revenu et quand tu inclus toutes les taxes indirectes qu'on paye, tout ça. C'est rendu pas loin de 50% là, d'impôts que tu payes, là, de taxes, puis d'impôts, puis de cotisations, puis de ça. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que la classe moyenne n'arrive pas. Ben, ça c'est assez évident. Ah oui, tu y vides les poches, carrément. Les poches, puis on n'a pas de service en échange. Je veux dire, tu regardes combien les temps d'attente dans les hôpitaux, tu regardes ce qu'on enseigne dans les écoles, la qualité du français qu'on enseigne dans les écoles de nos jours, c'est décourageant. Philippe Couillard nous a annoncé, parce que ce qu'on parle là, on est en train de parler que, et ça c'est important de le dire, là, on est sur le dos des péquistes, mais faut se rappeler que ça n'a pas été mieux avec les libéraux. On vient de le dire après deux, trois fois depuis le début de l'entrevue.
moi, c'est ce qui... moi, je le savais. J'arrête pas de le dire. Je le crie depuis longtemps que il y a deux partis qui sont quasiment identiques. Le PQ, d'ailleurs, il y a plein de péquistes. Lorsque les libéraux étaient au pouvoir, il y avait Mme Beauchamp, il y en avait plusieurs, Monsieur Chose aux finances, qui était Monsieur Bachand. C'est des gens qui pourraient être dans un parti ou l'autre sans problème. Mais là, au moins, on a la confirmation. Philippe Couillard a dit, la semaine passée, il y a eu un congrès, on a mis le Parti libéral encore plus à gauche, puis il a affirmé publiquement que on va montrer, nous, on est le parti de gauche au Québec, qui peut diriger. Donc, tout ce qu'on a jasé là tantôt sur Hydro, c'est vraiment le travail de nos deux partis de gauche qui sont au pouvoir depuis quasiment 40 ans, là. Donc, ça changera pas si on continue avec cette même gang-là, là, ce que je comprends, là. On a la même recette depuis 40 ans. On change de chef de temps en temps. Et comme tu le dis, c'est toujours la même recette. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que la sauce goûte mauvais. C'est ça le problème, c'est qu'on a toujours la même recette de progressisme. Monsieur Couillard a dit que c'était eux le parti du progressisme. Puis Madame Marois, je suis sûr qu'elle a dû dire à ces gens, hey, là, c'est pas vrai qu'on va se laisser doubler à gauche. Alors tout le monde essaye de se tasser à gauche. Moi, je suis un peu mort de rire parce que ça veut dire qu'il y a personne à droite. Mais le progressisme, c'est un beau mot qui est utilisé par les gauchistes, par les socialistes, pour essayer de faire dorer la pilule, pour nous faire avaler ça, parce que tu veux pas le progrès, c'est bien, tu sais. C'est ça. Tu veux pas avoir l'air d'être anti-progressiste, mais il y a une différence entre le progressisme et le progrès. Nous, au Parti conservateur du Québec, on est pour le progrès, mais le progressisme, c'est d'avancer étape par étape, tranquillement, pas vite, vers l'étatisme. C'est ça le progressisme. Alors, quand j'entends le Parti libéral qui dit on est les plus progressistes, ben c'est ça, vous êtes les plus étatistes. Regarde la croissance de la taille de l'État depuis 1960, mais regarde seulement pendant que M. Charest était là, depuis 2002-2003. Pendant la période de réingénierie de l'État? Oui, c'est ça. Ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines. Mais regarde bien que la dette du Québec a augmenté de 50% en l'espace de 10 ans sous M. Charest. La taille de l'État a continué à augmenter. Alors, c'est ça, on change, tant qu'on n'aura pas changé la recette, on va toujours se diriger dans la même direction. Alors, c'est pour ça que moi, ça m'a fait bien rire d'entendre M. Couillard dire ça. J'étais pas surpris, pas plus que toi. Mais il y a des gens qui pensent encore que le Parti libéral, c'est un parti de centre-droit. Beaucoup de gens dans les médias. Mais dans les médias, on est vraiment à la boussole, on l'a pas saisi encore, là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Parti libéral égale parti des gens d'affaires et parti donc des partis de droite économique. C'est un parti foncièrement de gauche. Faut dire, il l'a dit, il l'a confirmé, tant mieux. Donc là, on a pu c'est des gens qui avaient ce discours-là, on passait un peu pour des bizarres. Mais là, maintenant, j'espère que les journalistes ont saisi que ce qu'on vous dit, on vous raconte depuis longtemps. Quand vous décriez le Parti libéral, quand vous l'analysez, ce n'est pas un parti de droite, c'est un parti de gauche, c'est un parti étatiste. Il y a des journalistes qui étaient pas contents, d'ailleurs, ou des chroniqueurs plutôt, qui disaient non, arrête de dire ça, toi, que t'es un parti de gauche, là, on dit que t'es de droite depuis longtemps. Ouais, j'imagine que t'es pas très à l'aise. Mais quand on parle d'étatisme, Adrien, pour le Parti conservateur du Québec, ça veut dire quoi? Un État plus petit, on pourrait écrire un livre de 1200 pages là-dessus, là, on le fera pas, mais souvent, moi, je donne un exemple, je me dis, est-ce que le gouvernement, quand on regarde son succès dans un paquet de départements ou de programmes qu'il dirige, le nombre de succès, je suis pas capable d'en trouver énormément. Je suis capable de trouver beaucoup de places où on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, puis on arrive à un bilan que, ça marche pas comme on disait, ça arrive pas, ça a coûté le double. Donc, ça fonctionne vraiment jamais comme on veut. Si c'était comme ça dans les entreprises privées, on serait tout en faillite. Donc, quand on voit que ça marche pas quand c'est eux, il faut arrêter d'en créer des programmes. Faut arrêter d'en donner des responsabilités à l'État parce qu'il est pas capable de livrer. Moi, entre autres, je vois pas pourquoi l'État opère le système de santé. Je comprends pas que l'État engage des infirmières, engage des médecins, bâtit des hôpitaux. Je comprends pas ça, moi, que l'État pense qu'elle est capable de gérer des hôpitaux. L'exemple que je donne, c'est l'hôpital de Baie-Saint-Paul qu'on a décidé finalement qu'il fallait changer parce qu'il y a des risques, je sais pas comment énormes ils sont, de tremblement de terre. On va démolir ça pour mettre un autre hôpital de 367 millions. Et moi, en Floride, à côté de chez moi, il y a un nouvel hôpital en construction. Même, tout est pareil.
nombre de lits, tout. Chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient en visite chez nous, je l'amène. Là, je sors l'article, 367 millions, c'est chez nous. Là. Regarde l'hôpital. Là, la construction, je m'en vais à côté, ça, c'est la même chose ici. C'est le même hôpital. Il est un peu plus beau, là, peut-être parce qu'on pognait un architecte meilleur. Là, je dis à la personne, puis des gens dans l'engineering, des gens qui connaissent ça un peu. Elle dit combien au Québec? 367. C'est le gouvernement, ça ici, c'est une entreprise privée. Ah, OK. 280? Non. 250? Non. 200 millions? Non. 150? Non. Ben là. 120 millions. Ah. Hey, 3 fois moins. C'est incroyable. OK, là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais il faut pas oublier que chez nous, le temps de travail, les gars que tu vois dedans sur le chantier, c'est le double. OK, ça, c'est un point. OK, après ça, là, ça finit plus. Mais je me dis, il y a certainement un lien avec le fait que c'est l'État un peu. Ah oui. C'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis. On est en train de préparer notre programme politique. On a le congrès là au mois d'octobre, puis on va présenter différentes propositions, dont entre autres sur la santé. Et le premier paragraphe dans notre proposition sur la santé, c'est de distinguer entre le financement de la santé puis la prestation des soins. Tu peux avoir l'État qui finance les soins, qui paye qui est un assureur. Là, c'est exactement le rôle d'un assureur. C'est mon point. Donnons le rôle à l'État d'être l'assureur. C'est ça. Donner les services, ils sont pas capables. Non, on le voit, là, on n'a pas besoin j'expliquerai pas ça à tes auditeurs, là, que ça marche pas au Québec. Mais c'est ça la distinction. Alors, nous, au Parti conservateur du Québec, on veut pas que les pauvres soient plus capables d'avoir de soins de santé. Là, c'est pas l'épaisseur du portefeuille qui va décider si tu dois avoir des soins de santé ou non. Mais est-ce qu'il faut absolument, comme tu le dis, que ce soit l'État qui livre les services? La réponse est non. On peut très bien avoir des services qui sont financés par le public, mais livrés par le privé. Puis d'ailleurs, le privé au Québec est déjà... Il y a quand même beaucoup de choses privées dans le système de santé au Québec. Là. Il y a d'abord, le concept d'une clinique de santé, c'est privé. Là. Oui. La RAMQ paye le médecin, mais le médecin, quand tu penses à ça, c'est un entrepreneur privé là, oui, dans sa clinique. Bon, tu penses à l'audiologie, tu penses aux lunettes, tu penses aux verres de contact, tu penses à la physiothérapie. Parce que ça finit plus. Je pense qu'il y a 2000 établissements ou fournisseurs de services privés de santé au Québec, là. Mais le problème, c'est que dès qu'on rentre dans le public, ben là, ça appartient à personne. Puis quand ça appartient à personne, ben c'est l'argent de personne, puis ça se gaspille. Moi, pas loin de chez moi, il y a une clinique privée, la clinique de santé Rockland, qui était une des premières grosses cliniques privées là à obtenir des contrats de l'hôpital, je pense que c'est Maisonneuve-Rosemont. Je m'en vais rencontrer le propriétaire pour lui parler justement du programme puis qu'est-ce qu'on peut faire privé en santé. Alors, j'attends dans la salle d'attente, une belle salle d'attente. Il y a des écrans LCD là, de TV, 3 gros écrans de 60 pouces, puis ça, puis il y en a un qui est fermé, qui marche pas. Le président arrive dans la salle d'attente, il me dit là, bonjour Adrien, comment ça va? C'est la main, il se retourne, puis là, il voit la TV qui marche pas. Branle-bas de combat, il court vers le réceptionniste, tout de suite appelé au plus vite le gars qui s'occupe des TV, ça n'a pas de bon sens. Si ça arrive à l'hôpital public, tu y vas le jeudi, tu retournes voir ta mère le lundi d'après, la télévision marche pas. Finalement, ta mère sort d'hôpital, c'est ton fils qui rentre à l'urgence, tu passes par le même couloir. 3 mois plus tard, tu passes, la télévision est encore là, puis elle est encore fermée. C'est un petit exemple, Jeff, mais pour te montrer que quand tu es propriétaire puis que tu essaies d'attirer la clientèle, tout compte, tu sais. Tu veux que ce soit parfait. Bon, alors, prenons l'exemple des hôpitaux. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec veut faire? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner des incitatifs privés. Il faut encourager la concurrence dans la livraison des services. Alors, sans nécessairement privatiser les hôpitaux qui sont en place, on pourrait au moins s'arranger pour qu'ils agissent un peu au moins comme le privé. Typiquement, un hôpital, ça reçoit un budget dans une enveloppe. C'est un montant fixe que tu reçois au début de l'année du ministère de la Santé. Peu importe si tu as plus de clients, moins de clients, si tu les sers bien, si t'es pas bon, t'es bon... t'as des problèmes de qualité, peu importe, c'est le montant déterminé par les fonctionnaires. Alors toi, Jeff, si tu rentres dans l'hôpital, le directeur général va dire « Ah ben merde, encore un patient, encore quelqu'un qui va venir gruger mon budget. » Oui, c'est une dépense. Mais quand tu es en affaires et que tu vois quelqu'un qui rentre dans ton magasin... C'est un revenu. C'est un revenu. Oui. Yeah! Des revenus! Alors donc, il faut trouver une façon que le directeur général
soit récompensé s'il y a plus de clients et pénalisé s'il y a moins de clients. Donc, si on le payait, au lieu de donner un gros montant au début de l'année, si on lui disait, écoute, à chaque fois que tu fais une opération, on va te payer. On va te payer par opération. Alors, si tu fais... Il faut qu'il trouve combien ça coûte l'opération. Ouais, ça c'est un gros problème, ouais. là. Et ça, il y a des... Ça prend des logiciels de gestion où parce qu'aujourd'hui, si tu demandes à un hôpital, là, ça coûte combien faire un appendicite? Ils savent pas. Ils n'ont pas la moindre idée. C'est décourageant. Mais de plus en... Il y a une compagnie québécoise, d'ailleurs, que j'ai visitée, qui fabrique des logiciels de gestion dans la santé et qui calcule ça coûte combien de faire une opération. Ils ont 12 hôpitaux au Québec. Et là, ils ont montré les prix qui varient d'un hôpital à l'autre. Là, c'est incroyable. Là. Tu peux avoir une opération qui coûte 5 000 dans un hôpital puis 20 000 dans l'autre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça... Tu sais, alors, tout de suite, en partant, la première chose, c'est il faut toujours mesurer. Deuxièmement, si tu peux te comparer, l'hôpital qui ça coûte 20 000, là, s'il savait que ça coûte 5 000 à côté, il va aller voir le gars à côté. Il va dire, comment ça se fait que ça te coûte 5 000? Comment ça te coûte 20 000? Oui. Bon, l'État, là, penses-tu qu'il va dire, OK, j'annonce dorénavant que telle opération, mettons une chirurgie X, moi je paye, j'ai fait l'analyse, j'ai regardé au Québec en moyenne, ça coûte, mettons, 10 000. Alors je paye 10 000. L'hôpital que ça coûte 20 000, qu'est-ce qu'il va faire s'il se fait payer avec 10 000? Ou ben non, il en fait plus. Ou ben non, il va s'arranger pour que ça coûte 10 000. Ça coûte 10 000. Alors exact. Donc, on va faire baisser le prix. Alors tout ça pour dire que on est capable au Québec d'avoir plus de services à moindre coût. C'est parce que c'est mal géré. Quand j'étais en affaires, moi, j'avais une entreprise qui faisait toute l'installation du filage pour Bell Canada. Quand j'ai acheté ça du Fonds de solidarité, en l'espace de 5 ans, j'ai augmenté la productivité de 40%, puis la qualité de 40% avec la même convention collective, les mêmes employés syndiqués, puis le même syndicat. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, tu expliques aux gens que, hey, on est ici pour faire de l'argent, là. Il était co-actionnaire avec moi, puis on mesurait la productivité, puis on essayait toujours de s'améliorer. Parce que là, ça appartenait à quelqu'un. Avant, ça appartenait un peu au syndicat. C'est possible de le faire, mais ça prend quelqu'un qui croit au marché, qui croit aux incitatifs privés et qui a pas peur non plus d'affronter les groupes d'intérêt puis les résistances. C'est sûr qu'il y a la gestion de changement, c'est pas facile, mais il faut arriver là parce qu'on s'en va dans le mur. Là. La santé, ça nous coûte, c'est quoi? C'est 40-50% du budget du Québec. On s'en va pas dans la bonne direction pantoute, là. Le temps passe, puis j'ai deux sujets quand même d'actualité à jaser. D'abord, toute l'histoire identitaire qui a explosé cette semaine suite à, je dirais, des fuites dans le Journal de Montréal et de Québec concernant le travail qu'est en train de faire Bernard Drainville sur la Charte des valeurs québécoises. La Charte des valeurs québécoises. On en a parlé hier matin. Ben, on en a parlé toute la semaine, mais hier matin, on a dit on en parlait pour une dernière fois, donc on en parle encore une fois ce matin. On est pas capable de s'en tirer. Mais le point de vue de Radio Pirate, c'est souvent du cas par cas. Moi, je pense que ce qu'on veut régler, c'est le cas de la burqa. Là. Si on veut régler le cas de la burqa, ben dans toute association, il y a des règles, il y a des codes vestimentaires dans les écoles de nos enfants, il y a des codes vestimentaires, il peut y avoir des codes vestimentaires dans des bureaux du gouvernement. Il y a mes employés arrivent ici en bikini, pas en bikini, en monokini, parce que c'est des gars, je vais trouver ça déplacé un peu. Il y a des clients qui viennent, il y a des invités qui viennent. C'est sûr que si je vois qu'il y a de l'abus, je vais faire un code vestimentaire. Là, je vais dire, il y a quelque chose qui ne fait pas. Puis dans les élections, on a compris qu'il y a déjà une loi qui dit que tu dois voter à visage découvert, puis que tu dois t'identifier. Je sais pas qu'est-ce qu'on essaye de brasser là, mais moi, que le gouvernement arrive puis qu'ils veulent faire du mur à mur avec du cas par cas, des cas isolés, je sais pas si c'est, en tout cas de tous les sujets, on vient de parler de la santé, on vient de parler d'hydro, il y a un paquet de choses avant vraiment, vraiment essentielles à régler au Québec. Ouais. Est-ce que ça me fait penser un peu aux potes de Justin Trudeau, là. C'est-tu quelque chose qu'on a vraiment besoin, ça, cette histoire-là, là? C'est-tu, les Québécois demandent-tu vraiment ça? Peut-être parce que je suis isolé à Québec puis que je suis pas à Montréal, mais je veux dire, je me déplace souvent à Toronto, j'envoie des gens avec des accoutrements religieux, puis on vire pas fou avec ça, là. Moi, je pense pas qu'on est sur le point d'être envahi par les islamistes et les musulmans, mais c'est clairement, Jeff, un sujet qui allume les gens, là. Tu sais, oui. Je suis sûr que toi, là, tes auditeurs, t'as beaucoup d'emails là-dessus. Moi, ce que je vois de la part de Mme Marois, c'est, tu sais, quand on parle d'identité, l'identitaire, tout ça, c'est qu'on dirait qu'elle veut que tout le monde soit identique.
Ouais, mais identique à eux. Ben oui, mais il faut que tout le monde soit pareil. Il faut que tout le monde soit... Il y a une espèce de modèle là, québécois, les valeurs québécoises. Je sais pas c'est quoi les valeurs québécoises. Ça existe-tu des valeurs québécoises? Bon, tu sais, il y a des valeurs, disons, occidentales, de démocratie, mais les valeurs québécoises, c'est-tu vraiment différent des valeurs ontariennes? Tu sais, bon, il y a la langue, là, je comprends ça, je sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas, c'est différent, mais on est tous pour la démocratie. Ben, c'est parce que si on commence à jouer là-dessus, il y a des valeurs au Saguenay qui sont très différentes de celles du plateau Montréal. Oui. Si on commence à jouer dans les petits détails... C'est un choix individuel. Les valeurs, par exemple, les valeurs que tu transmets à tes enfants, c'est un choix individuel. C'est quelque chose d'individuel. Là, mais si on s'en va, on se recule loin, nos valeurs entre quelqu'un de Chicago puis quelqu'un de Montréal sont pas mal pareilles. Ben, quand tu parles des grands choix de société, vivre en démocratie, les droits et libertés, respecter la liberté de religion, la liberté de conscience, le droit de propriété. Ça se ressemble. Oui. Alors, mais ce que je vois, c'est que Mme Marois, pour elle, c'est plus important d'être identique que d'être libre. Oui. C'est ça qu'elle dit finalement. Moi, je vais vous dire comment vivre. Voici mes valeurs. Puis vous n'avez pas le droit de vous mettre un crucifix ou une petite chaîne avec une croix dans le cou. Et pour moi, c'est une question de droit et liberté individuelle. L'employé qui vient travailler pour toi, Jeff, ça aussi, c'est une question de droit et liberté individuelle. Vous contractez ensemble un contrat. Toi, tu as un droit de gérance et tu dis, bon, je peux pas venir ici en maillot de bain, là. Et ça, c'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est normal, c'est la sphère privée. La sphère privée, les gens devraient avoir le droit de contracter comme ils veulent. À l'intérieur de certaines limites, c'est certain qu'il y a des droits et libertés fondamentaux, mais dans mesure où ce que tu demandes est raisonnable comme employeur, si tu as une compagnie d'autobus, ben tu demandes aux gens d'avoir un uniforme. Là, les pilotes, ils ont des uniformes. Alors, donc, un code vestimentaire, c'est correct. Mais je pense que c'est vraiment un choix personnel quelqu'un qui porte une croix, elle n'impose pas sa religion à quelqu'un d'autre. Ça me dérange pas du tout de voir quelqu'un avec une croix. Non, puis ça empêche pas ta liberté, toi, la tienne, Jeff, de pratiquer ou de pas pratiquer. Le fait que moi j'ai une croix dans le cou, ça change rien pour toi, là. Je te force pas. C'est pas parce que je porte une croix que je te force à être catholique ou si j'ai une kippa, je te force pas. Ça me dérange pas. Juif. Puis d'ailleurs, la Cour suprême, c'est ça qu'elle a dit dans le jugement on se rappelle là, le jugement de la GRC avec les turbans. Mm-hmm. Je le lisais hier, le jugement de la Cour suprême. La Cour a dit, ben écoute, là, si un policier porte un turban, ça ne te force pas, toi, Jeff, à devenir un sikh. Et lui ne te force pas à adopter sa religion. Alors, il faut vraiment regarder ça du point de vue des droits et libertés. Je suis d'accord que la burqa, encore une fois, on revient au code vestimentaire. L'État devrait probablement dire que, par exemple, dans une cour de justice, le procureur ou la procureure de la couronne ne devrait pas porter une burqa. Hein, je pense que ça, oui. Là, puis arriver en maillot de bain ici, c'est à peu près la même chose. Pareil. Il y a des affaires qui sont assez évidentes. Mais si c'est ça, si le seul problème, c'est la burqa, ben, qu'on passe un code vestimentaire. Mais, par contre, moi, j'ai pas d'objection à ce que quelqu'un marche dans la rue avec une burqa. Ben, je sais pas, le parti, mon parti politique n'a pas posé, n'a pas encore décidé. J'ai de la peine là. Pour elle, je vais te dire. Là, ouais. Dans mes valeurs à moi, j'ai de la peine pour elle, je trouve qu'elle est soumise. Mais c'est pas de mes affaires. Ouais. Mais si le juge porte une burqa ou le policier porte une burqa, là, tu sais, il y a un problème. Alors, il faut regarder ça du point de vue des droits et libertés individuelles. On vient d'en jaser de 3 minutes, là. Ouais. On s'entend que on peut pas déraper de même pendant des mois de temps là-dessus. Régler, hein? On vient de régler assez rapidement, là. C'est ça qui est tannant. C'est des choses qui devraient être réglées peut-être un après-midi dans une commission au Salon Rouge. On s'assoit avec des gens de tout, puis on écrit ça, puis on fait pas ça. Mais là, on veut faire... On fait un drame national avec ça, puis je pense que Mme Marois cherche une façon de récupérer certaines personnes d'une part, puis évidemment essayer de diverger l'attention sur le problème, comme on dit aux États-Unis, it's the economy, stupid. Oui. Le problème au Québec, c'est l'économie, là. Et oui. C'est pas c'est pas la burqa là sur Grande Allée, là. S'il y a pas ça, c'est exactement ce que je disais, c'est que alors, je parlais d'hydro, on parlait de santé. Le problème aussi, c'est l'économie, parce que à mes yeux, puis on va finir là-dessus, Adrien, à mes yeux, l'économie du Québec, je sais que statistiquement, n'est pas en récession. Mais quand on regarde les chiffres,
On tend, quand on regarde l'augmentation du PIB dans les derniers mois, on regarde le chômage, on parle, et ça surtout, c'est important de le faire, parler avec les gens dans le commerce, dans la restauration, eux ont le pouls immédiat. Il y a véritablement un ralentissement marqué de l'économie, puis il y a un lien direct avec l'explosion de taxes qui a été ajoutée, de coûts de la santé, les citoyens, l'explosion du prix de l'essence aussi. Les gens sont rendus à côté là. Ouais, et c'est seulement, Jeff, quand les gens de la classe moyenne vont se révolter, puis vont dire on en a assez. C'est seulement là qu'il va y avoir des changements au Québec. Si les gens de la classe moyenne continuent à penser que le PQ et les libéraux, c'est les seuls choix qu'ils ont, ben on va avoir la même sauce, comme je disais tantôt, qui goûte mauvais, puis on n'avancera pas. Ça va prendre des changements. Ça prend un changement de direction. Ça prend quelqu'un qui a des valeurs claires, qui fera pas la girouette. Ça prend quelqu'un qui va à Québec, pas pour qui a une job à faire. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Je vais aller à Québec avec une job à faire. Je vais la faire, puis après ça, j'irai prendre ma retraite, puis j'irai en Floride. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'on est capable de... mettons que... Parce que moi, avant les vacances, j'ai lancé comme ça sur les ondes de Radio Pirate, puis les gens m'ont envoyé des emails, puis je me demande qu'est-ce que je vais faire avec ça. Est-ce que je vais le faire sur Radio Pirate ou je vais faire quelque chose, une petite conférence ou de quoi, mais j'ai pensé à 100 points à changer au Québec, 100 choses à changer en 100 jours. T'as le pouvoir pendant 100 jours. Il n'y a plus de parti politique, il y a quelqu'un qui est nommé pour 100 jours jusqu'au temps qu'il y a un nouveau gouvernement. Une tutelle. Pendant 100 jours, tu veux changer des choses et tu rends le Québec cool. Parce que moi, je pense que le Québec, il peut être cool. Il est déjà cool. Culturellement, on l'est. On a des belles femmes. C'est le fun, le Québec. Ce qui nous embête, c'est qu'on est toujours un peu gêné. C'est toutes des choses qui sont contrôlées par l'État qui fait que... comment ça? Comment ça que le lait coûte cher de même? Comment ça qu'on paye 2 fois le prix du fromage? Comment ça quand on arrive à SAQ après 5 semaines de vacances en Floride, on est en sacrament? Comment ça qu'on regarde sur le bord des autoroutes puis il n'y a rien de coupé? Comment ça qu'il n'y a pas de tondeuse au gouvernement? C'est toutes des petites conneries de même. Mon taux d'imposition, pourquoi quand je vais ailleurs, c'est 6% de taxes puis 7 puis 8? Pourquoi moi c'est 15 puis c'est déjà plus cher? Pourquoi je paye tout le temps? C'est pas cool, ça. Les gens trouvent pas ça. Ils trouvent plus ça cool. Parce que là, maintenant, les gens voyagent. Les gens se promènent. Les gens découvrent. Toi, ta sangria en Espagne, en Portugal, à 2,50 €. Tu n'as payé une ici à 9 piastres qui était pas bonne, qui avait la moitié moins de fruits. Mais le gars qui t'avait à 9 piastres et demi, il a pas le choix. Il est taxé au maximum. Tu sais, on est-tu capable de diminuer, peut-être augmenter les frais d'électricité à la moyenne canadienne, mais tout faire le reste aussi. Mettre les impôts, les taxes, le prix du vin comme la LCBO. On est-tu capable de mettre ça à la moyenne canadienne partout? Puis finalement, donc, ça veut dire peut-être qu'au bout de ligne, il va manquer une couple de milliards, mais on coupera des affaires qu'on n'a pas besoin et qu'on veut pas parce qu'on veut pas payer pour plus que ça. On est-tu capable d'opérer le Québec avec 50 millions au lieu de 70? Jeff, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui ont quasiment perdu espoir, qui sont plus capables de voir ça. Écoute, je parlais à des gens récemment, puis je leur parlais de ma vision des choses. Il faut avoir un rêve, tu sais, il faut que tu aies une vision de où tu veux aller. Là. Alors moi, je leur disais, OK, en 2023, voici où est-ce que le Québec pourrait être. On pourrait être une destination mondiale du tourisme médical. On pourrait avoir des écoles innovatrices qui se concurrencent l'une et l'autre. On pourrait avoir un État où il y a la concurrence dans la vente d'alcool. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Puis les gens me disent, mais là, t'as des lunettes roses, qu'est-ce que tu as fumé du bon, tu sais. Mais les gens rêvent plus. Les gens rêvent plus ici. Les gens se sont fait voler leurs rêves. Ils se sont fait tellement taper sur la tête, il y a comme une espèce de chape de plomb sur les gens, puis ils ont de la misère à voir que quelqu'un puisse arriver là puis vraiment faire des changements. Il y a des choses qui se font rapidement, Jeff, il y a des choses qui sont plus lentes à faire. Tu sais, je veux dire, quand on parlait tantôt de payer les hôpitaux par épisode de soins, ça se fait pas en ça se passe en 100 jours. Il y a des choses qui se font vite. Je peux en 2 jours passer une loi qui arrête d'interdire les gens de prendre l'assurance pour se faire soigner dans le privé. Je peux en 2 jours passer une petite loi, ça a 3 articles, qui permet dorénavant les médecins de pratiquer et dans le privé et dans le public. Il y a des choses qui vont vite. Non, il y a des choses que tu peux faire. Dans 100 jours, tu peux en faire beaucoup. Moi, je passe 1 point par jour. C'est ça. Mais il faut avoir aussi une vision du long terme. Donc, si on veut réformer le système de santé, ça va prendre un peu plus de temps. Si on veut donner des bons universels aux parents pour qu'ils puissent magasiner leurs écoles, ça va prendre 1 an.
Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire vite. Mais les gens sont tellement cyniques, se sont fait tellement promettre de choses qui ont jamais été réalisées que là, ils se disent, ben oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Et je pense qu'il faut croire il faut avoir confiance aux Québécois d'abord et avant tout. Il faut avoir confiance que si l'État se retire, qu'ils vont être capables de remplir le vide laissé par le départ de l'État. Et moi, j'ai confiance que... Ben moi, je pense que si on donne ce pouvoir-là aux Québécois, ben oui, on va devenir les meilleurs. Exactement. Je pense que si l'État est là si l'État en anglais, on dit « get out of the way », tu sais, créer les conditions pour que les gens puissent se développer, s'épanouir. Je sais que c'est dur à entendre au Québec, là. Texas, je sais que ça fait mal, là. Mais on regarde l'économie du Texas, c'est pourquoi? Parce que le gouvernement de l'État fait le minimum. C'est ça. Puis les gens de la Californie s'en vont au Texas parce qu'ils sont écœurés. Californie puis le Québec, c'est à peu près la même affaire. Là. C'est aussi étatiste, interventionniste, taxé. Alors, moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de se prendre en main, que l'État est pas obligé de toujours leur tenir la main, que les Québécois ont pas besoin des deux petits trous sur le bicycle, là, qui sont capables d'y aller sans les petits trous qui sont posés par le gouvernement. Même pas de casse. Même pas de casse, c'est ça. Mais il faut avoir... Quand tu es en faveur des droits et libertés individuelles, quand tu es quelqu'un de droite, fondamentalement, il faut que tu aies confiance dans la créativité, l'intelligence des Québécois. Il faut que tu saches, il faut que tu sois convaincu qu'ils sont capables de s'auto-gérer et qu'ils n'ont pas toujours besoin du gouvernement à partir du moment où ils naissent jusqu'au moment où ils meurent puis qu'ils sont enterrés pour mener leur vie. J'ai une dernière question rapide en terminant. Ouais. Il y a des élections qui pourraient venir, d'après moi, probablement au printemps prochain, là, mais si on commence à se préparer pour ça tranquillement. Où en est rendu le Parti conservateur dans sa préparation là-dessus. Et là, hier, Philippe Couillard a annoncé qu'il se présentait dans Robertval. J'ai vu plusieurs rumeurs cet été en Beauce, Chaudière-Appalaches, etc. Où Adrien Pouliot va-t-il se présenter? Ouais, alors donc on a commencé il y a à peu près 3-4 mois, là, sérieusement, là, depuis que j'ai été nommé chef. Ça avance bien, nos objectifs en termes. Alors on a un plan à long terme, puis évidemment on a un plan à court terme là, pour avancer. Alors donc en termes de financement, en termes de nombre de membres, en termes de nombre de candidats dans le pipeline, là, on est bien heureux, ça va bien de ce côté-là. Au niveau du parti, c'est-à-dire au niveau du comté, bon, c'est évident. Moi, j'ai été élevé à Québec. J'ai passé les 18 premières années de ma vie ici. Mon père, a eu une entreprise de télévision ici, de radio. Les Pouliot, on est ici depuis 1652. Donc, j'ai des racines dans la région de Québec. Et c'est un terreau fertile, là. Donc, c'est un terreau fertile pour les gens de la droite. Alors, probablement que je me présenterai ici, là. Ça reste à voir quel comté exactement. Est-ce que ça peut être Québec, Rive-Sud, Chaudière-Appalaches? Oui, c'est ça, la grande région, là. La grande région de... La Beauce aussi peut être un endroit. Peut-être Sainte-Marie, là, ces coins-là, peut-être pas trop loin. Mais je n'irai pas au plateau Mont-Royal, là, c'est sûr. C'est sûr que ça arrivera pas, ça. Non. Adrien Pouliot, merci beaucoup. Merci, Jeff. N'importe quand. Donc, prochaine visite, soit au téléphone, mais ça, au téléphone, on va continuer de se parler régulièrement, mais si tu passes dans le coin à Québec, toujours un plaisir de parler avec Adrien. Le chef du Parti conservateur du Québec était dans nos studios. On fait une pause et dans un instant, on boursicote avec Jerry.